Apparu à la fin des années 60, le terme de neuroscience s'est beaucoup enrichi et développé, et avec la biologie, il est intéressant de savoir ce qu'elles disent de l'homme et de croiser ce regard avec l'anthropologie chrétienne. D'autant plus que, avec l'intelligence artificielle, son émergence, on en parle d'ailleurs régulièrement sur notre antenne, on s'intéresse beaucoup plus à nos comportements. Est-ce que nous fonctionnons comme une machine? Alors l'époque un peu mesquine, sectaire, cloisonnant foi et raison, religion et science est révolue. On cherche beaucoup plus aujourd'hui le dialogue que l'affrontement, la connaissance intime des choses plutôt que les stéréotypes. En tout cas, c'est l'ambition du père Thierry Magnin, prêtre et scientifique, prêtre du diocèse de Saint-Étienne, docteur en sciences physiques et docteur en théologie, ancien recteur de l'Université catholique de Lyon et auteur de Foi et neurosciences, publié aux éditions Salvator. Bonjour père. Bonjour. Alors, l'ambition, c'est de montrer qu'il n'y a pas de frontières infranchissables. Et c'est surtout de montrer qu'il y a des évolutions qui se mettent à converger. Alors, ce n'est pas des preuves, c'est des résonances. J'aime bien le mot résonance. Qu'est-ce qui se passe dans une discipline avec ses approches qui lui sont propres? Les sciences ont des approches tout à fait différentes de la foi, de la théologie. Et qu'est-ce qui se passe comment ça vient rejoindre l'anthropologie chrétienne? Et en particulier pour la biologie et les neurosciences. En effet, il y a encore 20 ans, au début des années 2000, on pensait vraiment le corps humain et le cerveau en particulier comme une machine. Et la biologie, les neurosciences étudiaient la machinerie vivante, ce qui était d'ailleurs tout à fait logique d'une certaine manière, on ne peut pas leur reprocher. Et puis petit à petit, on a vu une complexité, ça ne marche pas comme une simple machine. Et en Qu'est-ce que particulier, ça veut dire ça? ça veut dire que il y a bien sûr l'aspect biologique qui joue un rôle très important. La biologie influence notre psychisme, par exemple. Ça fait longtemps qu'on le sait. Et si on a bu un peu trop, on le voit tout de suite, hein. Mais en retour, nos comportements, nos choix de vie, notre contexte de vie, nos comportements modifient en retour notre biologie. Il y a une Autrement sorte de dit, rétroaction. voilà, il y a une interaction dans les deux sens, donc, entre biologie et psychisme. Et en plus, voilà que les neurosciences qui ont fait des études sur des grands méditants, grands spirituels, Mathieu Ricard est passé par là, il a prêté son cerveau, si je puis dire, à l'analyse neuroscientifique. On montre que la pratique spirituelle a des marqueurs biologiques. Autrement dit, oui, notre biologie influence nos comportements psychiques, nos comportements spirituels, oui, bien sûr, avec notamment des biais cognitifs, on y reviendra peut-être. Mais en retour, notre pratique, nos modes de vie, nos choix de vie influencent notre biologie. Ce que les psychologues disent finalement depuis assez longtemps en parlant du psychosomatique, mais ce que les biologistes et les neuroscientifiques vérifient sur leur propre domaine. Et ça, du coup, je ne peux plus parler de l'humain comme une machine biologique. Il est biologique, psychique et spirituel, interaction. De quel ordre, permanent sont ces vérifications? Alors, il y a deux grands domaines. Le domaine de l'épigénétique. Lorsque j'étais gamin, il y a longtemps, on nous disait tout est génétique, hein, et tout, voilà, nos gènes pilotent tout, y compris notre caractère. Et, bon. Oui, nos gènes pilotent beaucoup de choses, mais voilà que l'environnement biologique et l'environnement psychique jouent un rôle sur ce qu'on appelle l'expression des gènes. C'est ça l'épigénétique. Les gènes, ils s'expriment plus ou moins, ou ils ne s'expriment pas, et les gènes, c'est ce qui va mettre en route la machinerie biologique, hein, le développement des cellules, donc c'est très important. Et ils sont influencés par le contexte, y compris biologique. Vous voyez, par exemple, on étudie ce qui se passe pour les gènes d'un fœtus porté dans le ventre de sa maman, en fonction de l'état de stress ou de repos de la maman, et on voit des effets, et comme ça tout au long de la vie, ce qui explique d'ailleurs que même des vrais jumeaux ne sont jamais biologiquement identiques, parce qu'ils n'ont jamais exactement le même contexte. Ils n'ont pas la même empreinte digitale, pourtant ils ont le même ADN, hein, ils ont les mêmes gènes d'une certaine manière. Et en même temps, leur expression est différente, et c'est ce qu'on appelle en biologie l'individuation. Chaque individu est en fait unique, même des vrais jumeaux, de par cette interaction entre l'environnement et l'expression génétique. Voilà, ça veut dire que les choix de vie, les contextes de vie, quand on est aimé ou pas aimé, tout ça a une influence. Alors c'est complexe, hein, c'est pas facile c'est pas univoque, hein, c'est très interaction. Les neurosciences montrent la même chose.
Et ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, quand on fait un discernement, par exemple, eh bien, les fameux biais cognitifs, ceux qui, je sais pas, les stéréotypes, le dernier qui a parlé qui a raison, les effets de mode, ou bien au contraire les rebelles, tout ça, vous voyez des mécanismes qui se mettent en œuvre et c'est très intéressant de voir, ce qui se passe dans le cerveau des grands méditants, hein. Donc on Quelle que avait, soit la religion quelle que soit la ou la religion, alors philosophie. on avait mis d'ailleurs, des Mathieu moines Ricard pour le bouddhisme. bouddhistes et puis des bénédictins aussi. On regarde ce qui se passe quand ils rentrent en intériorité. On voit d'ailleurs des chemins, neuronaux, si je puis dire, jusqu'à ce degré d'intériorité fort, de conscience profonde, hein. Et les neurosciences vont s'intéresser du coup à la conscience, hein, Donc il y a des points communs entre tous les méditants. et il y a Et des ça points se voit sur des courbes les statistiques? points communs entre les méditants, c'est surtout qu'il y a, des aires, alors plusieurs, en interaction, des aires cérébrales qui s'allument, comme on dit, lorsqu'on les analyse, qui s'allument et qui, disent que, là, ces aires cérébrales correspondent à une forme d'intériorité très profonde et on retrouve d'ailleurs les mêmes formes d'intériorité, suivant que ce soit bouddhiste ou bénédictin, même si les chemins pour y arriver peuvent être différents d'ailleurs, hein. Ce sont les mêmes aires qui Ce s'allument. sont les mêmes aires qui s'allument. Alors c'est complexe, parce que c'est pas une aire, qui correspond à la vie spirituelle, c'est un ensemble et surtout on voit ces aires lorsque les méditants ont une grande pratique de la méditation, ces aires se développent beaucoup plus que ceux qui ne pratiquent pas la méditation. D'une manière générale, vous voyez, notre cerveau, est modelé par ce que nous vivons, Par nos choix. par nos choix. Et si je suis un grand violoniste, ce qui n'est pas mon cas, mais eh bien, je vais avoir des aires cérébrales correspondant, par exemple, au fait de pincer les cordes de la bonne manière, beaucoup plus développées que si je n'utilise pas. Notre cerveau, il est fait pour apprendre, il apprend sans cesse et il est modifié par ce qu'il apprend. C'est une pâte à modeler. C'est une plasticité cérébrale, ça s'appelle comme ça, la plasticité cérébrale, ce qui fait d'ailleurs que ce sont les relations qui nous stimulent. Et on montre que le cerveau ne s'use que si on s'en sert pas, si je puis dire, au sens que ce sont les relations extérieures, ce sont le fait de pouvoir apprendre, de pouvoir être dans un climat porteur qui fait que nous développons cela. Et pour le vieillissement, d'ailleurs, c'est très important. Et pour stimuler le grand âge, c'est très important. Père Thierry Magnin, l'expérience avait été faite, me semble-t-il, sous Napoléon, de distinguer des enfants qui seraient aimés, embrassés, et d'autres qui seraient complètement isolés et jamais caressés, jamais embrassés. Les premiers ont survécu, les seconds sont morts. Et oui, et je pense que on montre, y compris à travers l'approche très spécifique de la biologie, que nous sommes à la fois profondément incarnés et profondément sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Et pour se développer, nous avons besoin de relations et de relations vivifiantes. Et en effet, on peut comprendre à ce moment-là comment les contextes de vie, les choix de vie, l'éducation jouent un rôle si important, y compris dans notre cerveau et donc dans nos capacités, évidemment, de pouvoir faire face, nos capacités de pouvoir s'adapter aussi à des situations nouvelles. C'est vraiment l'intelligence, je dirais, corps, âme, esprit, justement, Alors, intrinsèquement liés. Père Magnin, quand vous dites ça, évidemment, certains peuvent vous dire: oh là là, c'est l'Église catholique qui essaie de tirer la couverture vers elle, la revanche de nos choix, donc de nos attitudes, de notre moralité, par rapport à une ère qui avait défini la matière, le matérialisme comme dominant et comme étant finalement le seul juge des choses. Maintenant, vous dites c'est la revanche, en fait, non pas du. C'est pas le matérialisme, c'est plutôt le relativisme d'une certaine façon au sens positif du terme, c'est-à-dire que ce sont nos choix, nos attitudes qui commandent aussi à notre façon d'être, à notre biologie. C'est une interaction et c'est pas la moindre des choses de voir que les sciences du vivant, en mesurant la complexité du vivant et de l'humain en particulier, sont amenées à élargir et à montrer que l'humain n'est pas qu'une machine. Alors, moi, je ne Mais le comment est-ce prends, perçu ça, je ne cette le prends pas démarche-là? comme une revanche, hein. Je le prends comme une ouverture extrêmement intéressante et je le prends comme une possibilité
Pour grandir, nous avons besoin de plein de choses. Nous avons besoin des sciences, nous avons besoin des spiritualités, nous avons besoin des religions, nous avons besoin de la culture, nous avons besoin d'une certaine de choix de vie qui nous construisent, vous voyez? Et je trouve très intéressant, c'est pour ça que j'appelle des résonances, hein, entre des terrains complètement différents. Je ne dis pas que les sciences d'aujourd'hui prouvent quoi que ce soit sur la foi chrétienne, mais c'est intéressant de voir que l'anthropologie chrétienne, cette vieille tradition corps, âme, esprit, alors qui est très loin du dualisme corps-esprit qu'on a aussi connu, hein, cette intrication, le fait que nous disions l'homme incarné et Jésus-Christ incarné, Dieu fait homme, incarné dans la chair, l'alliance entre la chair et l'esprit, trouve aujourd'hui, dans ce que les sciences nous montrent de la complexité de l'humain, un nouveau terrain pour être annoncé et pour le service de l'humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment ces convergences, c'est pas pour une revanche, c'est pour le service de l'humain, prendre soin de l'humain, et en particulier au niveau éducateur. Vous voyez, quand on pense que souvent on dit la dimension spirituelle, c'est une dimension au mieux réservée au privé. Mais, On la met dans une case. mais nous avons besoin de grandir corporellement, psychiquement, spirituellement, en interaction. Et c'est ça qui fait l'homme. Et moi qui ai été pendant longtemps à Lyon, la patrie de Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, il disait déjà, l'homme, c'est le mélange et l'union justement du corporel, du psychique et du spirituel. On pourrait rajouter, dans ces environnements, c'est pas la moindre des choses de voir que les sciences du vivant, par leur propre approche, nous apportent beaucoup en ce sens-là aussi. Quand on parle de sciences du vivant, Père Magnien, donc on met la biologie, la biochimie, la pharmacologie, l'anatomie, la physiologie. Est-ce qu'on peut essayer On met les neurosciences. les Hein, neurosciences? Les voilà. neurosciences, ça englobe l'étude du cerveau, des organes. Et alors, vous voyez, les neurosciences nous montrent qu'on ne pense pas simplement avec son cerveau, contrairement à ce qu'on dit souvent, on pense avec tout son corps. Et là aussi, c'est très intéressant. Hein. Les grands neuroscientifiques comme Antonio Damasio, comme Stanislas Dehaene et bien d'autres nous montrent, par exemple, le lien entre émotion et raison. Alors que quand j'étais petit, hein, on nous disait, si tu veux être un homme sage, laisse tes émotions de côté. Alors évidemment, les émotions peuvent aussi nous emporter pour faire n'importe quoi, mais nous avons besoin de cette alliance entre émotion, raison, vie spirituelle. L'homme est complexe et ce n'est pas la moindre des choses que ces sciences du vivant nous le montrent de cette manière-là, y compris quand elles s'intéressent à ce qui se passe lorsque nous discernons, lorsque nous faisons des choix. Vous ne m'avez pas répondu sur à la question comment est-ce perçu en fait par le milieu Oui. scientifique, la manière dont vous procédez? Alors, j'ai montré, hein, en particulier dans mon livre, je montre le croisement intéressant entre le discernement selon saint Ignace, les fameuses étapes du discernement selon saint Ignace, et puis ce que disent les neuroscientifiques aujourd'hui de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous faisons des choix, et des choix réfléchis. Hein. C'est étonnant de voir des convergences. Et des neuroscientifiques à qui j'ai montré cela, hein, parce que je travaille avec eux évidemment, me disent c'est pas possible, on pensait déjà comme ça au XVIe siècle, en plus en Occident où on a souvent pensé très séparer le corps et l'esprit. Hein. Et oui, et justement c'est intéressant de voir qu'il y a des croisements possibles aujourd'hui, et donc la réaction est une réaction de surprise, et en même temps une réaction d'ouverture parce que l'humain est bien plus complexe qu'une simple machine. Et vous voyez, en plus ils disent mais l'intelligence artificielle va pouvoir nous faire des choses formidables, des fonctionnalités bien supérieures à l'humain, mais corps, âme, esprit, non, ça c'est pas possible parce que une machine n'a pas de corps, elle ne pense pas, elle n'a pas de conscience, en tout cas dans ce que on connaît aujourd'hui. Elle a des fonctionnalités extrêmement fortes, mais l'humain n'est pas une machine. Père Magnien, un exemple de ce que saint Ignace nous dit, nous apporte, et en quoi il nous surprend? Eh bien, dans les étapes du discernement ignatien, sous le regard de l'esprit, hein, de l'Esprit Saint, on apprend progressivement à faire droit à nos émotions, à nos sensations, à nos motions intérieures, hein, nos mouvements intérieurs, à notre corps, à ce que dit notre corps. Hein. Et puis, on a des outils de prise de recul, de relecture, voyez, d'approfondissement de quand on a des choix à faire, les arguments pour, les arguments contre, tel choix, tel autre choix.
ceci dans la prière, ceci dans la grande ouverture. Et on rencontre en particulier ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui les biais cognitifs, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Et on rencontre comment déjouer un certain nombre de biais cognitifs. Ma première sensation fait que j'irai vers telle solution ou telle alternative quand j'ai un choix à faire. Mais je vais apprendre à prendre du recul, à entrer dans un état que Ignace appelle l'état d'indifférence, c'est-à-dire un état où je suis en liberté avec Dieu et je peux ouvrir des possibles, même ceux qui, a priori, ne sont pas dans ma première émotion. Ça, c'est des gages de liberté formidables. Et justement, les neuroscientifiques, quand ils voient ça, ils disent, mais justement, c'est ça qu'on essaye de montrer, qu'il y a des biais cognitifs qui font qu'on prend des décisions qu'on pense très libres, mais qui ne le sont pas assez. Et là, vous avez des étapes de discernement qui nous ouvrent à une liberté qui est remarquable. Voyez. Voilà, quand on voit cela, on se dit, mais comment on peut être au service de tout homme en proposant des choses comme ça? Et du coup, le dialogue entre science et foi, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, c'est plutôt d'apporter ce que chaque discipline met à disposition pour notre croissance, et ça, c'est drôlement intéressant. Dans la société de l'information, de la communication dans laquelle nous vivons et qui nous influence en permanence, on reçoit des messages tout le temps et ça devient ingérable, tout le monde le dit. En fait, des messages que ce soit de la télévision, des réseaux sociaux, des affiches publicitaires. Notre cerveau est constamment sollicité. Ça n'interdit pas en fait à l'homme de progresser, de pouvoir justement prendre du recul sur ses décisions? Alors, quand il est stimulé en interaction et qu'il a les moments de repos et de recul, ça va. Moi, notre cerveau, il s'adapte, il est plastique, il s'adapte aux situations. Les jeunes d'aujourd'hui qui sont sans arrêt branchés, ben oui, ils ont une forme d'agilité aussi que peut-être ma génération n'a pas, hein. Le problème, c'est quand c'est de l'immédiateté, le tout de suite, le tout le temps, pas de repos, pas de recul, pas de lieu de méditation, ah ben là, c'est catastrophique, Le là, rapport au temps hein. et à l'espace est anéanti. Et bien voilà, mais c'est pas une obligation. Aujourd'hui, il y a des endroits où on est capable de décrocher son ordinateur, on le laisse, Oui, mais quelle voilà. volonté! Et bien voilà, c'est une volonté. Ce sont des choix de vie, c'est un milieu éducatif, c'est des choses portes. Mais regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui prennent des temps de recul, de méditation, à droite, à gauche, alors pas dans les structures habituelles, sauf que Oh, dans les souvent dans des monastères? monastères, il y en a un certain nombre, y compris des gens qui disent: «Moi, je ne suis pas croyant, mais je viens là parce que je sais qu'il y a un lieu de». Il y a un besoin, Ça a beaucoup de succès même. tous les besoins de bien-être aujourd'hui, toutes les sessions de management dans lesquelles on fait prendre du recul avec des spiritualités, bon, plus ou moins adaptées, mais on voit bien qu'il y a un besoin. Et justement, je pense que les spiritualités chrétiennes, alors on parlait de Saint Ignace, mais il y en a bien d'autres, ont là un terrain magnifique à proposer. Expliquez-nous en quoi, parce que vous le racontez, en quoi Jésus dans l'Évangile aide-t-il les disciples à prendre du recul, justement, à déjouer leurs biais cognitifs? Alors, c'est plein d'expériences comme ça, parce que dans l'Évangile, ce qui est formidable, c'est qu'on ne nous cache pas les réactions spontanées, si je puis dire, alors même si elles sont relues théologiquement dans les écrits, bien sûr, des apôtres, hein. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Moi, je veux être à la droite et à la gauche du chef. Et puis Jésus qui leur répond, le plus grand, c'est celui qui se fait serviteur de tous, quoi. C'est la logique de l'évangile, ça nous prend à rebours complètement, tous d'ailleurs, moi aussi évidemment, hein. Celui qui aimait son ennemi, c'est pas possible, c'est pas dans ma logique. Et pourtant, c'est ça qui va faire progresser, qui va ouvrir, qui va déjouer justement nos réactions spontanées, qui fait qu'on peut avoir de la violence, qu'on peut avoir de l'envie, voilà. Et Jésus va les aider à se déposséder de ces premiers réflexes pour rentrer dans une autre manière d'aimer, dans une autre manière de regarder, dans une autre manière d'être libre. C'est formidable la manière dont Jésus... Et quand vous racontez l'Évangile comme ça, quel chemin de liberté, et non pas un dogme qui nous enferme. Je pense qu'on a vraiment besoin de ces chemins de libération avec une présence, parce que c'est ça qui est formidable dans l'Évangile. C'est une présence. C'est quelqu'un, c'est pas simplement des histoires. Merci beaucoup, Père Thierry Magnin, d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant aux éditions Salvator. Vous êtes ancien recteur
de l'Université catholique de Lyon, docteur en théologie et docteur en sciences physiques. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous.